Bonjour, je continue mon cours d'histologie avec la deuxième partie du tissu conjonctif qui est le chapitre 2. Dans cette deuxième partie, je vais traiter le tissu osseux et le tissu sanguin. D'abord le tissu osseux et pour commencer les caractéristiques. Alors l'os, c'est l'organe le plus irrigué, donc qui contient le plus de vaisseaux sanguins. C'est le plus énervé qui contient le plus de fibres nerveuses par rapport aux autres organes. Le tissu osseux contient une substance fondamentale qui est calcifiée et minéralisée. C'est justement pour ça qu'il est rigide, imperméable et solide. Quels sont les rôles de ce tissu osseux? D'abord un rôle mécanique, comme vous le savez, le mouvement grâce au squelette, et aussi un rôle de protection, particulièrement des organes nobles. On a le système nerveux central qui est protégé par le crâne et la colonne vertébrale. Le cœur et les poumons sont protégés par la cage thoracique. Alors, pour un autre rôle, le tissu osseux stocke les sels minéraux. Joue le rôle dans le métabolisme phosphocalcique et aussi dans la régulation de la calcémie, le taux du calcium dans le sang. Et bien sûr, il loge la moelle hématogène, c'est-à-dire c'est au niveau de l'os qu'on a, au niveau médulaire, au niveau de l'os long, au niveau médulaire, on a la moelle hématogène. Donc il localise la moelle hématogène et l'hématopoïèse, c'est la production de cellules sanguines qui se font au niveau de cette moelle osseuse. Il est en remaniement constant, on parle d'un remodelage osseux. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Pour la constitution du tissu osseux, on a bien sûr des fibres, une substance fondamentale et les cellules. Alors pour les fibres, on a 90% de la fraction organique, c'est des fibres. Donc on a les fibres collagènes pour la majorité de type 1 et aussi un peu de collagène de type 3. Il n'y a pas de fibres élastiques. Pour la substance fondamentale, on a une phase organique et une phase minérale. On a, pour la phase organique, qui représente 10%, on a des protéines et des protéoglycanes et d'autres composantes que je ne cite pas, je ne cite pas toutes les composantes. Et la phase minérale, surtout des cristaux d'hydroxyapatite, le zinc, le plomb et bien d'autres substances. Et donc, au niveau du tissu osseux, dans la phase minérale, on a la réserve de calcium et de phosphate. Le tissu osseux contient 99% de calcium et 90% de phosphore. Et le phosphore, c'est une composante des ions phosphates. La phase minérale est responsable de la rigidité du tissu osseux. Pour les cellules, on a des cellules qui se trouvent à la surface et qui sont les ostéoblastes, un ostéoblaste au repos et les ostéoclastes. Ils se trouvent à la surface du tissu osseux. Alors, l'ostéoblaste au repos, on l'appelle cellule bordante. Quand elle est sollicitée, elle devient des ostéoblastes actifs. Et les ostéoclastes, ce sont des cellules de grande taille, géantes, qui contiennent plusieurs noyaux et qui sont responsables dans l'érosion du tissu osseux. Et bien sûr, en plus, on a les cellules adultes qui sont situées à l'intérieur de la matrice osseuse et les cellules souches qui sont les cellules ostéoprogénitrices. Alors sur ce schéma, je représente les différents types cellulaires que je viens de citer. En commençant par les cellules de surface, on a les ostéoblastes, d'accord? Et l'ostéoblaste au repos qui est une cellule bordante, d'accord? Et bien sûr l'ostéoclaste, avec sa lacune de résorption, c'est cet ostéoclaste qui va détruire la trame osseuse, on verra ça tout à l'heure, d'accord? Et à l'intérieur, au niveau de la matrice osseuse, il y a les cellules adultes qui sont les ostéocytes et qui se trouvent à l'intérieur d'une loge, une cavité, d'accord, qu'on appelle ostéoblaste. Et à partir de cette loge, il y a une émission de canalicules, de prolongement, de ramifications de canalicules. Et c'est dans ces canalicules qu'il y a l'alimentation des ostéocytes et l'élimination de leurs déchets. Quelles sont les variétés du tissu osseux? Deux grandes variétés. Le tissu osseux qui n'a pas de lamelles,
il est non lamellaire, on l'appelle tissu osseux primaire. On le rencontre au niveau du développement, mais il n'existe plus après l'âge de 14 et 16 ans, ou 16 ans. Par contre, on peut le rencontrer lors des réparations de fractures. Le tissu lamellaire, alors ce tissu, il contient des lamelles, comme vous voyez ici, des lamelles, d'accord? Alors, ça, c'est un schéma qui représente une image en 3 dimensions, première, deuxième, troisième dimension, une image d'un os long en coupe, un os long. Alors ici, ça représente la coupe transversale et ça représente la coupe longitudinale, d'accord? Donc, on va le voir en 3 dimensions. Alors, vous avez l'os, d'accord? Vous avez une paroi de l'os et une membrane qui entoure l'os qu'on appelle le périoste. Et à l'intérieur, on a un canal médulaire. Alors, on a pris une partie de cet os et on va représenter schématiquement les composantes de cette partie-là. Et bien, de l'extérieur vers l'intérieur, on va voir le périoste. Alors, périoste, péri, autour. D'accord? Autour de l'os, une membrane. Et ce périoste, il contient 2 couches. Une couche externe et une couche interne. Alors, la couche interne, elle est ostéogène et la couche externe, elle est fibreuse. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur, on va rencontrer d'abord l'os compact. Tout ça, c'est l'os compact. Ensuite, on a l'os spongieux. Ensuite, on a le canal médulaire. D'accord? Alors, pour l'os spongieux et l'os compact sont tous les deux lamellaires. Alors, pour l'os compact, il contient plusieurs unités appelées système de Havers ou ostéon. Ce sont des cylindres, d'accord, autour d'un canal, un cylindre, un autre cylindre en arrière. Et ces cylindres sont parallèles entre eux, d'accord, ici. Et à l'intérieur, on a un canal, le canal de Havers. Ce cylindre s'appelle le système de Havers. Ostéon au système de Havers, et au niveau central, on a le canal de Havers. Alors, si on regarde ce système de Havers, on a des lamelles qui font le tour de ce canal de Havers, et ce sont des lamelles concentriques. Ils sont circulaires et ils ont le même centre, et ils sont parallèles entre eux. Voilà. Et entre les lamelles, on a des sortes d'épaississements ici, ce sont les cellules, les ostéocytes. On va voir ça tout à l'heure. Alors, vers l'intérieur de l'os, on a le canal médulaire, à l'intérieur, le canal médulaire, et avant, on a l'os spongieux. Alors, ça, c'est une coupe transversale d'os, de tissu osseux, qui est observée au microscope optique. Donc ça, c'est une photo de microscope optique. Alors, on voit les systèmes de Havers en coupe transversale. Et vous voyez les lamelles concentriques avec les petits épaississements qui représentent les cellules, les ostéocytes. Et au niveau central, des taches noires, ça représente le canal de Havers, de chaque ostéon, bien sûr. On a pris une portion ici de cette coupe transversale et on va la représenter sur le plan schématique. Alors, ça c'est une lamelle, une autre lamelle et ainsi de suite. Elles sont concentriques, le même centre, elles sont parallèles entre elles. Et entre les lamelles, il y a les épaississements qui sont des cellules. Ces épaississements noirs, les taches noires, ce sont des taches allongées, ce sont les cellules, ce sont les ostéocytes. Alors, on va voir comment ils se présentent. Alors, ces ostéocytes sont à l'intérieur de loges, qu'on appelle ostéoplastes, d'accord, de cavités, et ces ostéoplastes émettent des prolongements des canalicules. Et c'est au niveau des canalicules, comme on a vu tout à l'heure, qu'il y a l'alimentation et l'élimination des déchets. Pour l'os spongieux, d'accord, on n'a pas la même chose que l'os compact. Donc les lamelles, on a dit, c'est un tissu lamellaire, mais on n'a pas de système de Havers parallèle, d'accord? Par contre, on a les lamelles, elles sont présentes ici, d'accord? Mais on a des sortes de cavités, comme vous voyez ici, là, des cavités. Et donc, c'est un tissu qui contient comme des pores, d'accord?
donc comme une éponge. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé des l'os spongieux. Donc ça c'est une cavité, une autre cavité, et ainsi de suite. Maintenant pour la formation du tissu osseux, l'histogénèse du tissu osseux, on appelle ça l'ossification. Alors l'ossification, on a deux types d'ossification. D'abord l'ossification primaire, ensuite l'ossification secondaire. Pour l'ossification primaire, elle se fait au cours de la vie fœtale, donc au niveau de la vie intra-utérine. On a deux types. Alors la première est appelée ossification endochondrale ou enchondrale, c'est la même chose. Et la deuxième, intraconjonctive ou intramembraneuse. Pour la première, endochondrale, c'est le remplacement du cartilage par des tissus osseux. C'est-à-dire que pendant la vie fœtale, le tissu osseux va remplacer le cartilage. Et c'est ça qui va aboutir à la formation de la plupart du squelette, des membres et de la colonne vertébrale. D'accord? Pour la deuxième type, l'ossification intramembraneuse, c'est l'os qui remplace les tissus conjonctifs plus ou moins fibreux. D'accord? Et à ce moment-là, on aboutit à la formation des os plats. Donc, ceci pendant la vie fœtale. L'ossification secondaire correspond au remodelage osseux ou remaniement osseux. C'est quoi? C'est le remplacement d'un os existant par un nouveau tissu osseux après destruction par les ostéoclastes. C'est-à-dire qu'il y a d'abord destruction, ensuite remplacement, destruction, remplacement, destruction, remplacement, et ce cycle de formation, destruction, on appelle ça résorption, formation, résorption, se fait toute la vie. Alors, formation, résorption se fait pendant le développement, pendant la croissance et tout au long de la vie. C'est ce remodelage qui maintient la masse osseuse. D'accord? Justement, le squelette adulte, il se renouvelle en permanence, et 10% par an de la masse osseuse est remplacée chaque année. 10% est remplacé chaque année. C'est un mécanisme qui est indispensable pour compenser le vieillissement des ostéocytes. Alors, comment il est assuré ce remodelage? Il y a deux types de cellules. Les ostéoclastes, ils vont détruire, résorber la masse osseuse, et les ostéoblastes vont synthétiser une nouvelle matrice, tout simplement. Alors, les ostéoblastes se trouvent à la surface de l'os ou bordant les canaux. Ils vont sécréter la matrice osseuse et sont convertis en ostéocytes. D'accord? Et quand ils se retrouvent inclus dans la matrice. Ensuite, viennent les ostéoclastes pour faire donc la résorption, donc la prolifération et l'activation de ces ostéoclastes. Ces ostéoclastes vont permettre la résorption et donc la dégradation de la trame osseuse. Maintenant, la minéralisation de l'os. Eh bien, la fixation d'éléments minéraux dans le tissu osseux, tels que le calcium et le phosphore, représente ou correspond à la minéralisation de l'os. Elle débute chez l'enfant, puis le fœtus, et continue toute la vie. Et elle est contrôlée par la vitamine T. Les ostéoblastes sécrètent de la matrice extracellulaire qui est riche en collagène et glucosaminoglycane, bien sûr la phase organique. Ces ostéoblastes sécrètent aussi l'ostéocalcine, qui est une protéine qui est très affine avec le calcium, très affine, c'est-à-dire qu'elle va lier le calcium. Elle va se mettre en liaison avec le calcium et résultat, on a une augmentation de la concentration de calcium et donc stockage de calcium. Les ostéoblastes sécrètent aussi des vésicules matricielles qui contiennent de la phosphatase alcaline pour la synthèse du phosphate tricalcique. Ce phosphate tricalcique, il est libéré ou rejeté par exocytose sous forme de cristaux d'hydroxyapatite. Bien sûr, c'est la phase minérale. Ici, je vous cite un terme, l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est ce qu'on trouve en général chez les femmes ménopausées, après la ménopause. L'os, il devient poreux. La densité osseuse diminue et on parle de l'ostéoporose. C'est la diminution de la minéralisation osseuse. Comment? Par réfraction de la trame protéique de l'os. Et bien sûr, comme il n'y a pas de trame protéique, la charge phosphocalcique ne peut pas se fixer. D'accord? Et donc, on parle d'ostéoporose. L'os qui devient poreux. Et bien sûr, en cas d'ostéoporose, l'ostéoporose existe aussi chez les hommes, bien sûr, à un certain âge, donc avec l'âge. Pardon. Et donc, c'est une
Mais particulièrement, on va trouver ça chez les femmes ménopausées. Hein, aussi chez les hommes, c'est chez les hommes âgés. D'accord? La densité osseuse va diminuer. Et bien sûr, ça augmente. Qu'est-ce que ça fait, cette ostéoporose? Ça augmente la vulnérabilité aux fractures. L'os, il devient fragile. Il devient fragile. Et donc, une chute quelconque peut causer une fracture de l'os. Maintenant, le tissu osseux. C'est un tissu conjonctif qui a une matrice qui est liquide et qui est nommée plasma. Quelle est la composition du plasma? Alors, des protéines dissoutes. La majorité, c'est de la moitié, presque la moitié des composants des protéines du plasma, c'est de l'albumine. 40% de globuline, d'accord? Il y a des déchets, des nutriments, des vitamines, des hormones et plein d'autres substances que je ne cite pas, je ne les cite pas toutes. Alors, bien sûr, la majorité, c'est de l'eau, 91,5%. Les cellules du tissu osseux sont appelés éléments figurés du sang. On a 3 catégories, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Globules rouges, ce sont les érythrocytes, c'est le nom scientifique. Globules blancs, c'est les leucocytes et les plaquettes, c'est les thrombocytes. Si on prend 1 millilitre de sang, on va trouver 1 milliard de globules rouges, 400 millions de plaquettes, et environ 5 millions de globules blancs. Donc la majorité, c'est les globules rouges. D'accord? Ça, c'est les proportions des globules dans le sang. La formation de nouvelles cellules sanguines s'appelle hématopoïèse et elle se fait chez l'embryon dans la vésicule vitelline, chez le fœtus dans le foie puis la rate puis l'os, au 2e mois de grossesse, et chez l'adulte dans l'os spongieux au niveau de la moelle rouge, de l'os spongieux. Alors, on va étudier d'abord les globules rouges, appelés érythrocytes. Ils ont un diamètre de 7 à 8 microns. Ils n'ont pas de noyau. D'accord? Une épaisseur de 2 microns. Donc, ils sont observables au microscope optique, bien sûr. Et le rôle, c'est le transport des gaz respiratoires, l'oxygène et le gaz carbonique. Et leur durée de vie dans le sang est de 120 jours. L'origine des globules rouges, ce sont les érythroblastes qui se trouvent dans la moelle osseuse rouge. D'accord? Les cellules souches se trouvent dans la moelle osseuse rouge. Le premier jour du séjour intravasculaire du globule rouge, de l'érythrocyte, il contient encore des ribosomes. D'accord? Quand les globules rouges passent dans le sang, d'accord, de la moelle osseuse au sang, d'accord, premier jour de leur arrivée, les globules rouges, les érythrocytes, contiennent encore des traces d'ARN ribosomique. C'est la même chose. Alors, donc, c'est des érythrocytes jeunes qui sont nommés réticulocytes. Alors, je vous donne quelques définitions qui peuvent vous être utiles dans votre vie courante. Alors, telles que l'hématocrite, le nombre de globules rouges et ainsi de suite. Donc ça, vous pouvez, donc, juste à titre de connaissance générale, et vous pouvez, donc, bien sûr, si vous avez l'occasion de faire des analyses du sang, donc, pour savoir à quoi ça correspond chaque nomenclature. Alors maintenant, les globules blancs. Les leucocytes, 2 grandes catégories, les granulocytes nommés polynucléaires et les agranulocytes. Et dans chaque catégorie, il y a 3 sous-classes. D'accord? On va étudier séparément. Les neutrophiles, les éosinophiles et les basophiles, ce sont des polynucléaires. Les agranulocytes, ce sont des lymphocytes et des monocytes. Alors, en commençant l'étude d'abord par les granulocytes. L'origine des granulocytes, donc les polynucléaires. L'origine des granulocytes, ce sont des cellules souches qui se trouvent au niveau de la moelle osseuse, appelées myoblastes, qui se divisent. Je n'ai pas donné tous les noms des étapes des divisions, d'accord? Et donc, quand ils arrivent au stade polynucléaire, ils passent dans le sang, et il reste 6 heures, et au besoin, ils passent au niveau du tissu pour jouer leur rôle physiologique, et ils peuvent rester jusqu'à 5 jours.
Premier type, les polynucléaires neutrophiles, environ 12 microns de diamètre. Le noyau, il est trilobé, comme vous voyez, 3 paquets de noyaux, trilobés. Et le rôle, c'est la phagocytose. Ça, c'est un frottis sanguin. Et vous reconnaissez bien sûr les globules rouges. Alors, vous voyez que les globules blancs sont plus grands de taille que les globules rouges. Les globules rouges, tout à l'heure, on a dit 5 à 7 microns. Ici, les globules blancs, en général, c'est de 10 à 15-17 microns. Les deuxièmes types, les polynucléaires éosinophiles. Le noyau, il est bilobé, 2 lobes. Bilobé. C'est une cellule inflammatoire, immunocompétente, et joue le rôle dans la phagocytose. Troisième type, les polynucléaires basophiles. 10 à 14 microns. La durée de vie est de quelques jours. Joue un rôle important dans l'inflammation et l'allergie. Ils ont une mobilité qui est faible et ils jouent le rôle de phagocytose, un faible rôle de phagocytose. Maintenant, les granulocytes. Quelle est leur origine? Toujours la moelle osseuse, les cellules souches qui se divisent au niveau de la moelle osseuse, dans les monocytes qui passent dans le sang. Là, je cite le cas des monocytes. Et les macrophages, ils passent dans les tissus. Les monocytes se trouvent dans le sang, mais quand ils passent dans le tissu, ils sont à l'état macrophage. On parle de macrophage. D'accord? Alors, d'abord les monocytes au microscope optique. Donc ça, c'est les globules rouges, bien sûr. Et le monocyte, c'est celui-là. Voilà. 10 à 18 microns de taille et joue le rôle de phagocytose. En microscopie, ça c'est la microscopie optique. En microscopie électronique, on revoit ce monocyte. Et bien sûr, avec la microscopie électronique, on est capable de voir les organites au niveau du cytoplasme. D'accord? Chose qu'on ne peut pas voir avec la microscopie optique. Alors, parmi les organites, on voit les lysosomes. Les lysosomes. Et j'ai noté, ça c'est des granules azirophiles qui se trouvent au niveau des lysosomes. D'accord? Et des mitochondries. D'accord? Ça c'est la mitochondrie. Voilà. Maintenant, au stade macrophage, dans le tissu, bien sûr, au stade macrophage, la cellule, elle est d'une grande taille, elle devient très grande, c'est une cellule géante, d'accord? De 20 à 80 microns. Alors, au microscope électronique, c'est ce qu'on voit, c'est le macrophage, voilà. Et ce qui est noir, c'est la particule qui va être ingérée. C'est-à-dire que le macrophage va émettre des pseudopodes pour digérer, pour attraper, bien sûr, d'abord attraper la proie et la digérer au niveau des lysosomes. Alors, regardez, ça c'est une particule qui va entrer et qui va être en voie de phagocytose au niveau des lysosomes. Et donc, c'est les phagolysosomes. Ça, c'est un lysosome primaire et ça, c'est un lysosome qui a déjà ingéré des particules qui sont capturées par le macrophage. Ça, c'est une très belle image, une photographie au microscope. Et on regardait une hématie qui est morte, un globule rouge qui est mort. Et donc, le macrophage va s'entourer autour du globule rouge pour digérer le globule rouge, pour bien sûr, phagocyter ce globule rouge, cette hématie. Alors, pour l'histologie des agranulocytes, on a les lymphocytes, d'accord? Ils représentent 20 à 40% des leucocytes. On a les lymphocytes B, les lymphocytes T, et aussi on a les lymphocytes NK, les natural killers. Alors, ils sont synthétisés dans la moelle osseuse, ils circulent dans le sang et dans la lymphe, ils sont présents aussi au niveau des organes lymphoïdes primaires et secondaires. Primaire, moelle osseuse et thymus, et secondaire, la rate, les ganglions lymphatiques. Les lymphocytes NK, les natural killers, jouent le rôle dans la réponse immunitaire innée, immédiate. Donc, c'est la première réponse du corps lorsqu'il y a une agression par un agent pathogène. Et justement, ces lymphocytes vont détruire les cellules altérées et les cellules cancéreuses. Bien sûr, même les cellules cancéreuses. Alors, les lymphocytes B et T jouent le rôle dans la réponse immunitaire adaptative, spécifique. Et donc, on a une mémorisation des agents pathogènes. Eh bien, les lymphocytes B, ils vont produire les anticorps, et les lymphocytes T, ils reconnaissent et détruisent les agents pathogènes. Alors, sur le plan histologique, les lymphocytes B et les lymphocytes T ne sont pas très différents par la morphologie, comme vous voyez là.
Voilà, ça c'est les lymphocytes, un gros lymphocyte et un petit lymphocyte. Et évidemment, bien sûr, ça c'est les globules rouges. Maintenant, dernier type de globules au niveau de ce tissu sanguin, les plaquettes, appelées thrombocytes. Alors, vous avez les globules rouges ici et les plaquettes. Alors, voyez-vous, la taille des globules rouges, on avait dit, c'était de 5 à 7 microns. Et les plaquettes, ils sont beaucoup plus petits, 2 à 4 microns seulement. D'accord? Le rôle central de ces plaquettes, c'est la coagulation du sang. Ils vont stopper l'hémorragie et la cicatrisation. Pour l'histogénèse de ces plaquettes, ces thrombocytes, eh bien, toujours c'est la moelle rouge, hein, au niveau de la moelle rouge, au niveau du tissu osseux, la moelle osseuse. Et bien sûr, la cellule souche, c'est le mégacaryoblaste. Les divisions de cellules, de ces cellules souches donnent le mégacaryoblaste, basophile, granophile, puis thrombocytaire. Et c'est le mégacaryocyte, basophile, granuleux et thrombocytaire. Et c'est ce mégacaryocyte qui va se dissocier en plaquettes et qui va donner les plaquettes qui vont partir, qui vont bien sûr entrer dans la circulation au niveau du vaisseau sanguin. D'accord? Voilà. Donc, avec cette dernière diapositive, donc, je termine cette vidéo concernant le tissu osseux et le tissu vasculaire. Je vous remercie.